Coucou les addicts, me revoilà avec sous le bras le décryptage du deuxième épisode de notre ultime saison. Et autant vous le dire tout de suite, je l'ai regardé 2 fois avant de produire cette analyse parce qu'il y a énormément à en tirer et que je ne voulais vraiment rien laisser filer. Alors quand je dis je l'ai regardé 2 fois, je l'ai re-regardé parce que bien sûr je l'avais vu au moment de la diffusion. Un mot pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, ces décryptages vivent d'abord sur mon Patreon, où mes addicts le découvrent en avant-première, et puis ils grandissent ici, avec vous. Alors si vous voulez suivre toute cette dernière saison sans rien manquer, un abonnement ici sur YouTube, un petit coup de cloche suffisent, c'est gratuit, et c'est ce qui aide ces vidéos à trouver leurs fans francophones, les fans francophones d'Outlander. Allez, c'est parti. D'abord, mon sentiment à chaud. En fait, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Tout est dense, tout s'enchaîne et pourtant rien n'est gratuit. Sous l'agitation du quotidien, une angoisse monte, sourde, presque physique. Et on va dérouler ça ensemble comme on aime le faire, avec d'abord mes impressions générales, mon top, mon flop, et puis 4 grands mouvements, 4 thèmes pour cet épisode, pour aller chercher ce que l'épisode raconte vraiment. Allez, venez avec moi. Le titre d'abord. En français, prophétie. Alors pour une fois, je ne vais pas râler sur la VF parce que la traduction est littérale. Mais il y a un détail quand même important, c'est que ce titre est au pluriel. Pas une prophétie, des prophéties. Et ce n'est pas un hasard parce que dans cet épisode, plusieurs personnages se retrouvent persuadés de connaître leur avenir, voire pour certains la date de leur mort. On y reviendra longuement, c'est le cœur battant de ces 60 minutes d'épisode. La title card, elle, mérite toujours qu'on s'y arrête une seconde et ici on voit un ours noir paisible qui se régale avec des baies sauvages, des myrtilles. Une image douce, presque bucolique, sauf que pour qui connaît un peu la suite, elle est terriblement annonciatrice évidemment. La title card d'Outlander fonctionne souvent comme un petit avertissement visuel. Et celle-ci ne se cache pas du tout. Elle nous prévient dès la première seconde de ce qui va se jouer. Et comme lectrice, j'ai tout de suite su de quoi il allait être question, et je suis sûre que vous aussi. Et puis un nom dans les crédits m'a fait vraiment très plaisir, Katrina Balfe, notre Claire Fraser, qui réalise cette fois l'épisode. Petite anecdote de tournage d'ailleurs que j'ai trouvée savoureuse, la toute première scène qu'elle a mise en boîte en tant que réalisatrice pour cet épisode, c'est celle où Jamie et Roger coupent un arbre dans les bois. Alors, diriger Sam et Richard dans la même scène, quand on connaît le pouvoir de nuisance de leur humour à ces deux-là, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Disons-le franchement, cet épisode est d'une belle solidité d'écriture, dense mais en même temps limpide. Il fait avancer plusieurs intrigues d'un coup sans jamais nous perdre et sans jamais meubler. Tout reste accroché à du concret, du quotidien. On coupe du bois, on cueille des baies, on tranche le chou pour la choucroute, on rabote un cercueil. Et c'est justement cet ancrage dans les gestes simples qui rend l'ensemble aussi fluide. La structure est passionnante parce qu'elle est bâtie sur un grand balancier entre la vie et la mort. Regardez, un mariage, celui de Henry Grey et Mercy Woodcock, une mort brutale, celle d'Amy, une naissance, celle du bébé de Yann et Rachel. 3 événements qui se répondent et donnent à l'épisode une vraie densité émotionnelle. La vie qui commence, la vie qui s'arrête, dans le même souffle. Et rien de tout cela n'est posé au hasard. Côté réalisation, le travail de Katrina est très intime. Beaucoup de gros plans sur les mains, sur les visages, sur les regards. Une mise en scène qui mise sur la proximité et l'émotion et qui colle parfaitement à la tendresse de certaines scènes. Alors j'ai une réserve, une seule, mais je vous la garde pour un peu plus tard dans le décryptage, quand je vous parlerai du discours de Cunningham. Et puis ce qui m'a frappé, c'est qu'au milieu de toute cette gravité, on sourit aussi parfois, et plus souvent qu'on ne le croit. La candeur de Fanny qui découvre le monde avec une franchise désarmante, Claire qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, que ce soit face à l'arrogance de Cleveland ou alors face à l'envahissante Madame Cunningham, et même cette histoire de choucroute qui empeste toute la maison sous le nez d'un Yann totalement dépité, ces petites respirations comiques sont précieuses parce qu'elles rendent les coups durs encore plus poignants par contraste en fait. Un mot sur les décors avec une question que je vous pose parce que vous avez parfois l'œil un peu plus aiguisé que moi. Le bâtiment où se tient la loge maçonnique, je me suis demandé si ce n'était pas le même que l'église presbytérienne qui avait été bâtie en saison 6, du temps des Christie. Alors, réemploi d'un décor, par souci d'économie, ou alors vraiment bâtiment unique qui servirait à plusieurs usages dans l'histoire d'Outlander. Je n'ai trouvé aucune confirmation, alors si vous avez repéré un indice, donnez-moi votre analyse en commentaire.
Et impossible de ne pas saluer les costumes, j'en avais déjà parlé dans le décryptage de l'épisode 1. Ça se confirme, ceux de cette dernière saison sont vraiment magnifiques, plus riches dans les matières, les superpositions, les couleurs. Et je trouve qu'ils participent énormément à l'atmosphère. Dernier ressenti avant d'entrer dans le vif, et je sais qu'il a un peu divisé du côté des addicts, le rythme. Certains d'entre vous l'ont trouvé inégal avec des enchaînements parfois trop rapides. L'accouchement de Rachel notamment. Moi je l'ai vécu un peu autrement, cette densité ne m'a jamais gênée, au contraire. J'ai trouvé que ça donnait à l'épisode une vraie vitalité. Comme quoi un même épisode peut se ressentir de 1000 façons et c'est tout l'intérêt d'en parler ensemble. Ah, et encore une chose, parce qu'elle me tient vraiment à cœur. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression de lire le livre. Certaines scènes semblent sorties tout droit des pages du roman, et pour la lectrice que je suis, c'est un vrai bonheur. Alors bien sûr, il y a quelques adaptations, mais elles ne gênent jamais. On sent un respect réel de la matière d'origine. Et puisqu'on parle d'écriture, l'épisode est signé Barbara Stefanski qui construit son récit comme un jeu de miroir entre les personnages. Des situations et des personnages se répondent en permanence. Un mariage qui fait écho à un enterrement, une naissance qui répond à une mort, deux hommes, Jamie et Cunningham, confrontés à la même idée d'une mort annoncée mais qui n'y réagissent pas du tout de la même façon, ou encore deux deuils filmés en parallèle à deux bouts de cette Amérique émergente. Une fois qu'on a l'œil dessus, on ne voit plus que ça, et c'est ce qui donne à l'épisode toute sa cohérence souterraine. Mon top, cette fois, c'est une scène qu'on n'attend pas, et c'est sans doute pour ça que je l'ai tant aimée, Claire et Madame Cunningham autour du corps d'Amy. D'abord parce que c'est un sommet de jeu d'actrice. Tout se joue dans la finesse, le sous-entendu, ces petites tensions qui ne disent jamais leur nom. Madame Cunningham débarque dans l'infirmerie comme une tornade, elle s'impose, elle prend des initiatives, elle propose d'aider à préparer le corps, à fournir le linceul. Et on sent un peu le malaise de Claire parce que Claire est chez elle, dans son espace, et que cette femme y prend une place énorme. Il y a de l'humour, ou de l'ironie en tout cas, et une écriture d'une grande finesse. Et ce que je viens de dire, deux comédiennes formidables, et ça j'adore. Mais la scène n'est pas seulement drôle, bien sûr, elle bascule. Madame Cunningham, qu'on regardait avec méfiance, souvenez-vous ce qu'on a dit d'elle pour le premier épisode, elle se met soudain à se livrer. Donc on apprend qu'elle a enterré 3 maris, plusieurs enfants, et c'est elle qui souffle à Claire ce geste bouleversant. Arranger le visage d'Amy, qui a été abîmé par l'ours, parce qu'au moment du dernier adieu, les proches ont toujours besoin de poser une dernière fois leur regard sur le visage de l'être aimé. Et à cet instant, le personnage cesse d'être inquiétant pour devenir profondément humain. Deux femmes que tout oppose, l'une dans la médecine et la retenue, l'autre forgée par une vie de perte, finissent par se reconnaître. Et le rapprochement se scelle, à mon avis, quand Claire demande la permission de l'appeler par son prénom, Elspeth. Passer du rire à l'émotion en quelques minutes, c'est exactement ce que j'aime dans cette scène, dans cette série. Avant de vous parler de mon flop, je veux aussi m'attarder sur une autre scène parce qu'elle m'a serré le cœur. C'est cette conversation entre Jamie et Yann juste après la naissance du bébé. Yann rayonne, il vient de devenir père et quand on sait tout ce qu'il a traversé, les 2 enfants perdus du temps de sa vie avec Emily, on mesure ce que ce bonheur représente. Et Jamie le félicite, évidemment. Ils évoquent les parents de Yann qui seraient si fiers. Et Yann dit cette chose magnifique, il a toujours vu en Jamie un second père. Il lui demande des conseils de papa. Et là, Jamie répond avec ce que j'interprète comme une tristesse infinie parce qu'au fond, lui n'a jamais vraiment eu l'occasion d'élever ses propres enfants. Et j'ai adoré qu'il cite Fergus, qu'on oublie parfois, parce que bien qu'adopté, Jamie l'a toujours considéré comme son fils. Brianna, il l'a découverte adulte. Fergus avait déjà une dizaine d'années quand il l'a recueilli. Et William, il a dû le quitter alors qu'il était tout petit. Tout ce qu'on a célébré dans le premier épisode, ce père aimant et présent, se heurte ici à une vérité douloureuse. Jamie a aimé ses enfants de loin, par éclat, sans jamais les voir grandir au quotidien. Le contraste entre la joie de Yann et la douleur contenue de Jamie est déchirant. Une toute petite scène est l'une des plus fortes de l'épisode. Alors pour mon flop, je serai honnête, mon bémol tient en un détail parce que l'épisode est bien trop solide pour que je lui invente de gros défauts. Au mariage de Henry et Mercy, Denzel Hunter est présent à l'écran et l'acteur n'a pas une seule réplique. Pas une. Tout juste un hochement de tête poli. Et je trouve ça étrange. Convoquer un personnage qu'on connaît, le planter dans le cadre et ne rien lui faire dire, ça donne une impression de vide, comme un figurant de luxe.
C'était peut-être un choix de tournage ou de montage, ça on ne sait pas, mais ça m'a un peu sorti de la scène. J'aurais aimé que Denzel dise quelque chose. Et tant que j'y suis, une seconde réserve, encore plus minuscule. Vers la fin, après le départ de Cleveland, Roger surgit pour confirmer que le nom de Cleveland figure bien dans le livre de Frank. L'intention est bonne, mais je l'ai trouvée un peu appuyée, presque redondante, parce qu'on l'avait déjà parfaitement compris tout seul. L'utilité de l'arrivée de Roger à cet instant précis, bof. Alors voilà, mes deux réserves sont posées, place au cœur du décryptage. Commençons par le mouvement qui donne son titre à l'épisode et qui, à mon sens, va structurer toute la saison. Les prophéties au pluriel. Parce qu'une seule question traverse l'heure d'un bout à l'autre, peut-on connaître son avenir et si oui, qu'en fait-on? Trois personnages ici pensent connaître leur destin, et c'est là que le pluriel du titre prend tout son sens. Le premier, c'est le capitaine Cunningham. Lors de la première réunion de la loge maçonnique, il livre un long monologue, très beau, très proche du texte du roman. L'une de ces scènes où j'avais l'impression justement de lire le livre, il raconte la bataille de Saratoga où son fils de 18 ans est tué sous ses yeux, et il dit qu'au moment où il veillait son corps, son fils est brièvement revenu d'entre les morts pour lui annoncer qu'il se reverrait dans 7 ans. Saratoga, c'était il y a 2 ans, donc dans sa tête, Cunningham en tire une certitude, il ne peut pas mourir avant 5 ans. Il se sent protégé, intouchable, investi d'une mission qu'il ne précise pas vraiment. Et c'est exactement ce qui le rend dangereux, comme le formule d'ailleurs très bien Jamie après la réunion en débriefant avec Roger. Un homme qui se sent appelé par Dieu, c'est une chose. Un homme convaincu qu'il ne peut pas mourir, c'en est une autre, bien plus inquiétante. Et petite parenthèse de mise en scène, je vous l'avais promise, ce discours magnifiquement interprété m'a un peu perdu côté montage. Notamment ce plan sur l'assemblée des hommes, parfaitement immobiles, tous figés, en train de fixer l'orateur. Je l'ai trouvé étrange, presque artificiel, et je trouve dommage qu'ils viennent casser un peu la puissance du monologue. Voilà, c'est dit, on continue. Le deuxième personnage à croire connaître son sort, c'est Jamie, bien sûr. Le soir, dans sa chambre, il poursuit la lecture du livre de Frank et il entend la voix de Frank. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas du surnaturel, c'est une projection de ses propres pensées sombres. Mais cette voix le nargue, lui rappelle qu'il connaît désormais la date de sa mort à la bataille de King's Mountain. Et là, je vais ouvrir une question avec vous, parce qu'elle me donne un peu le vertige. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Jamie a découvert que Frank et Black Jack Randall avaient le même visage, et il a d'ailleurs un peu reproché à Claire de ne pas le lui avoir dit plus tôt. Or, Jamie n'a jamais entendu la voix de Frank. La seule qu'il connaisse attachée à ce visage, c'est celle de Black Jack, son bourreau. Alors quand, dans sa tête, il imagine Frank en train de lui parler, quelle voix peut-il lui prêter sinon celle de l'homme qui l'a torturé? Ce ne serait donc pas vraiment Frank que Jamie entend, mais sa propre projection de Frank, façonnée avec la voix de Black Jack pour mieux se tourmenter. Et c'est là que tout se brouille délicieusement. Est-ce Jamie qui s'invente Frank en train de lui parler, ou est-ce simplement un choix de montage, la vraie voix de Frank glissée là pour nous, spectateurs? On ne tranche pas, et c'est précisément ce qui rend ce moment si troublant, et ça nous renvoie pour les fidèles à un écho un peu plus ancien, très ancien. Souvenez-vous de la saison 1, quand Claire glisse à l'oreille de Black Jack la date de sa mort. À partir de là, Black Jack aussi se croit intouchable, jusqu'à cette date. Le parallèle est limpide, et il est voulu. Et c'est dans ce trouble qu'arrive la scène intime entre Jamie et Claire en fin d'épisode. Et je sais qu'elle a déçu une partie d'entre vous qui l'ont trouvée trop rapide, pas assez tendre, presque bâclée. Alors permettez-moi de la défendre parce que je crois qu'elle est admirablement juste. Jamie vient de lire qu'il va mourir, une urgence de vie s'empare de lui, et il réveille Claire non par désir tranquille, mais par besoin viscéral de la sentir là, de se prouver qu'il est encore vivant et que leur lien est réel. Ce n'est pas une scène d'amour idéalisée, et en fait elle n'a pas à l'être, d'après moi. Elle raconte un homme qui se débat avec sa propre faim et qui s'accroche à la seule chose qui le tient debout. Pour moi, la scène ne rate pas du tout son but, elle le vise en plein cœur, parce que c'est ça le vrai sujet de Jamie dans cet épisode. Le livre de Frank, c'est une prophétie d'un genre particulier, une prophétie historique. Frank était historien, il a écrit sur les Écossais d'Amérique, avec le savoir d'un homme du XXe siècle, et dans ces pages, le destin de Jamie est déjà consigné comme un fait passé. Le futur de Jamie, c'est l'histoire ancienne de Frank. Et le plan final est terrible. La voix de Frank et cette phrase qui résonne.
Who will hold her once you're gone? Ça m'a bouleversée parce que ça dit tout de Jamie. Il ne craint pas sa propre mort, ce qui le terrifie, c'est de laisser Claire seule, sans protection. Sa peur n'est jamais pour lui, toujours pour ceux qu'il aime. Et puisqu'on parle de Frank, l'épisode glisse une autre pièce troublante. Dans la cuisine, autour de scones aux myrtilles, Claire confie quelque chose de lourd. Pendant leurs 20 années à Boston, Frank lui avait fait promettre de ne jamais chercher à savoir si Jamie avait survécu. C'était même sa condition pour la reprendre. Or, dans le même temps, lui menait ses propres recherches en secret sans rien dire. Et donc Claire s'interroge, et nous avec elle. Pourquoi? Jamie avance une hypothèse qui tient debout. Et si Frank cherchait simplement à savoir si Claire finirait par repartir dans le passé pour le retrouver, lui? Alors vengeance, jalousie, amour protecteur, manœuvre, on ne tranche pas, et c'est tant mieux. Frank, même mort, n'a pas fini de peser sur cette histoire. Et c'est ici que je vais vous proposer une lecture de fond qui m'a beaucoup éclairée. On croit que cet épisode parle de la mort, mais je crois qu'il parle surtout de l'illusion que nous avons de maîtriser nos vies. Pensez à la tragédie grecque d'Œdipe. Plus on fuit la prophétie et plus on court à sa rencontre. Tout l'épisode joue là-dessus. Le Ridge se croit à l'abri, comme un refuge loin du monde, et pourtant la guerre vient à lui, la mort vient à lui, l'histoire avec un grand H vient à lui. On ne contrôle ni la mort, ni la naissance, ni la guerre. Mais le pardon, les choix moraux, ce qu'on décide de taire ou de révéler, ça nous appartient encore. Et la vraie question de l'épisode n'est peut-être pas que va-t-il arriver, mais que peut-on encore choisir? Et je trouve ça magnifique pour lancer une saison. Le deuxième mouvement, et c'est sans doute le plus déchirant, il découle directement du premier. Si le destin nous rattrape toujours, c'est parce que la vie ici ne tient qu'à un fil. Et l'épisode le démontre par un contraste d'une violence inouïe. Reprenez la cueillette des myrtilles. Lizzie, Amy, Rachel, Brianna, entre femmes, dans une atmosphère douce. Une vraie scène de sororité. On parle du bonheur d'Amy, remariée et comblée, de la grossesse de Rachel, proche du terme. Tout est paisible, lumineux. Et puis Amy s'éloigne un peu, gênée par des fourmis. L'ours surgit, en une seconde, la douceur se fracasse. Brianna sort son fusil, tire, mais c'est déjà trop tard. Et ce qui me sidère et que je trouve d'une grande intelligence, c'est que la mort d'Amy n'a rien d'épique, pas de grand destin tragique, juste la somme de minuscules hasards. Il a plu, il y a des fourmis, elle s'éloigne quelques pas de côté, une mauvaise rencontre au mauvais moment. Le destin ici, c'est l'addition de détails anodins, et c'est presque plus vertigineux que s'il y avait une grande logique derrière. La scène suivante à l'infirmerie est déchirante. Claire comprend aussitôt qu'elle ne pourra rien faire, la famille arrive à temps pour les derniers mots d'amour, et Roger prie pendant qu'Amy rend son dernier souffle. Je sais que la mise en scène à l'infirmerie, un peu plus tard, notamment la nudité du corps d'Amy, a fait débat chez certaines d'entre vous. J'ai revérifié, ce sont vraiment que quelques secondes où on voit ce corps. Mais oui, rien n'est masqué. Mais je crois que cette crudité est volontaire et assumée. Elle dit la brutalité d'une mort sur le Ridge, sans filtre, sans pudeur de façade. Elle n'est pas là pour choquer gratuitement, elle est là pour qu'on n'oublie pas que ce monde-là ne pardonne rien. Et c'est Brianna qui m'a le plus émue dans ce passage. Le visage de Sophie Skelton après le drame, le choc, la sidération, cette prise de conscience terrible, ça aurait pu être elle. Elle était à quelques mètres. Et quand Jamie sort sur le porche annoncer la mort d'Amy, la scène dit exactement ça. Ça aurait pu être n'importe laquelle d'entre elles. Tout est joué en retenue et c'est superbe. Et vient ensuite la chasse à l'ours et un échange qui en dit long sur Jamie. Il propose au fils aîné d'Amy, un gamin d'une dizaine d'années, de venir avec eux pour participer à la traque et venger sa mère. Brianna s'interpose, c'est encore un enfant, dit-elle, en substance. Et là, deux visions du monde se font face, celle de Jamie, héritée de son époque et de sa culture, où l'on associe très tôt les enfants aux responsabilités des adultes, où venger les siens fait partie du chemin pour devenir un homme, et puis celle de Brianna, plus moderne, XXe siècle, plus protectrice de l'enfance. Aucun des deux n'a tort, et c'est tout ce qui rend la scène intéressante. Sauf que, ironie de l'épisode, cette vengeance n'aura pas lieu. Quand le groupe arrive, l'ours est déjà mort, et c'est le capitaine Cunningham qui l'a abattu, seul. Et le beau discours de Jamie au fils d'Amy tombe à l'eau. Complètement, l'enfant ne vengera pas sa mère de ses propres mains. Et regardez ce que ce détail nous apprend de Cunningham. Il a poursuivi un ours seul, sans hésiter. Un très bon tireur, certes, mais s'il a osé prendre un tel risque, c'est parce qu'il se croit intouchable pour les 5 prochaines années. C'est ce qu'on comprend à la fin de l'épisode. Sa prophétie
ne reste pas dans sa tête, elle dicte ses actes et elle le rend imprudent. Gardons un œil là-dessus. Mais l'épisode ne se referme pas dans le deuil. Et c'est sa beauté. À cette mort, il oppose une naissance, le bébé de Yann et Rachel. Alors la série ne prend pas la peine de nous montrer l'accouchement, et c'est tant mieux, on en a déjà vu pas mal dans la série. Mais ça dit que la vie reprend ses droits. Il y a même ce très beau geste de Claire qui s'adresse à ses abeilles pour leur parler d'Amy, comme un éloge funèbre, cette vieille tradition qui veut qu'on annonce aux abeilles les grands événements de la maison. Et c'est là qu'on touche au travail de Katrina sur le deuil, avec un montage parallèle que j'ai trouvé d'une grande justesse. D'un côté Claire devant sa ruche qui dit adieu à Amy, et de l'autre William sur la tombe de Ben qui murmure « Tu étais comme un frère, tu vas me manquer ». Deux deuils, l'un communautaire, l'autre intime, l'un au Ridge, l'autre au loin, et la même phrase qui les relie « Tu vas nous manquer ». La mort et la vie, le proche et le lointain, tout se répond. C'est ça, exister au Ridge. Et je vous parlais des miroirs de Barbara Stefanski, en voici un qui m'a touchée. Tout l'épisode est traversé par les liens entre parents et enfants, ces filiations qui ne doivent pas grand-chose au sang. Attention, ce n'est pas tout à fait la transmission dont je vous parlais dans le premier épisode. Ici, c'est plus intime, plus douloureux. Ce sont ces pères imparfaits face à des enfants cabossés. Le sommet, je vous l'ai déjà raconté, c'est Jamie et Yann, ce père de cœur qui pleure de n'avoir jamais pu élever les siens. Mais ça infuse partout. Ça infuse dans la relation entre Claire et Fanny, qui m'a beaucoup émue aussi. Il y a cette jolie scène à l'infirmerie en début d'épisode où Fanny observe de l'eau au microscope et où Claire lui explique les bactéries, les microbes, tout ce monde invisible à l'œil nu. Et puis la conversation glisse en douceur vers une mise en garde très maternelle. Claire conseille à Fanny d'éviter de parler de son passé, du bordel où elle a grandi, car certains habitants du Ridge pourraient mal le comprendre. En une scène, Claire transmet deux choses à la fois à Fanny. Un savoir scientifique et des règles sociales. Le moyen de comprendre le monde est celui de s'y protéger. Elle est tellement enveloppante avec cette petite, une vraie figure maternelle de substitution. Et un petit détail pour les oreilles attentives, sous cette scène, il y a quelques notes du thème de Henry et Julia, les parents de Claire, qu'on a entendu dans Blood of My Blood. Alors un clin d'œil magnifique. Je le laisse libre à votre interprétation, mais j'ai envie de glisser un fil à tirer. Fanny raconte que sa sœur Jane était très appréciée des soldats, mais que la tenancière du bordel la croyait adepte de magie noire. Un détail? Peut-être. Mais quand on pense à la réputation de sorcière qui colle à Claire, la voyageuse, on se demande s'il n'y a pas là une petite piste. Voilà, je pose ça là. Je vous laisse y réfléchir. Et puis l'affiliation, c'est aussi la transmission morale. Pensez à cette belle scène entre Jamie et Roger dans les bois où l'on apprend au passage que Buck Mackenzie a finalement choisi de rester en 1739. Jamie ne comprend pas comment Roger a pu pardonner à Buck l'homme qui a tenté de le pendre. Et Roger lui répond par ces mots que j'aime beaucoup. Parfois les hommes font de mauvaises choses en croyant bien faire, et ils ne s'en aperçoivent que bien plus tard. Difficile de ne pas y entendre un écho à la saison 4 quand Jamie lui-même avait fait battre Roger et l'avait vendu au Mohawk, persuadé d'agir de la manière juste. Sometimes good men do things, thinking them right only to realise later that they were mistaken. Shouldn't we forgive that? Jamie, dans la scène, ne surréagit pas, mais il a parfaitement saisi l'allusion. Roger, l'homme de foi et de pardon, tend là un miroir à toute l'histoire de ces deux personnages. Au fond, l'épisode pose sur ces pères imparfaits et tous ces enfants meurtris un regard d'une immense tendresse. Et il nous souffle une idée que je trouve très belle pour une dernière saison. Ici, la famille se choisit autant qu'elle se reçoit. Dernier mouvement, et il prolonge directement notre idée d'illusion de contrôle. Parce que sous les retrouvailles, les naissances et la vie de communauté, la guerre se rapproche et elle commence à franchir le seuil du refuge qu'on croyait inviolable. Et le plus retors dans cette histoire, c'est Cunningham. Souvenez-vous comment il nous est présenté plus tôt dans l'épisode. Il arrive dans les bois, propose son aide pour couper du bois, échange avec Jamie la poignée de main rituelle des francs-maçons, un homme affable, serviable, sympathique, tout le contraire d'une menace. Et c'est précisément ce qui le rend redoutable. Un ennemi qu'on déteste d'emblée, on s'en méfie. Un homme aimé, intégré, utile à la communauté, qui se révèle peu à peu habité par une certitude mystique, c'est autrement plus dangereux, parce qu'il peut retourner tout un village de l'intérieur.
Et l'autre visage de la menace, plus frontal, c'est Benjamin Cleveland. Et quel personnage déplaisant! Il croise d'abord Claire, qu'il toise, qu'il remet à sa place de femme. Et Claire a beau ferrailler, c'est lui qui garde l'ascendant. Un effronté, un homme sûr de son pouvoir, antipathique en quelques répliques. Alors il vient pour rallier Jamie à sa milice, ces groupes de patriotes qui se forment dans l'arrière-pays pour défendre les terres contre les loyalistes. Sauf que Cleveland tue des Anglais pour leurs seules opinions. Ce sont d'ailleurs les hommes de Cleveland qui ont pendu les loyalistes découverts dans les bois au premier épisode. Et voilà toute l'ambiguïté morale que la série installe magnifiquement. Cleveland est censé être du bon côté, celui de l'indépendance. Et pourtant, il agit en extrémiste. La guerre qui vient ne sera pas une belle épopée avec des gentils et des méchants, mais un conflit entre voisins où les repères moraux se brouillent. Et j'aime beaucoup la répartie de Jamie qui refuse net. So, you come join me, my band, and I can help you with that. Mr. Cleveland, I turned down George Washington himself. What makes you think I would change my mind for you? Manière de dire, j'ai quitté le chef suprême, alors trouve-moi une bonne raison de te suivre, toi. Et c'est tout l'enjeu de la loge maçonnique que Jamie décide de recréer au Ridge. Officiellement un espace neutre, pas de politique, pas de religion, on règle les différends, on resserre les liens, on s'entraide. Officieusement, Jamie l'avoue à Claire, la loge est aussi un moyen de garder Cunningham à l'œil, de l'observer, de le voir se dévoiler. Sauf que comme souvent, même les lieux de paix finissent contaminés par la guerre. Notez à l'entrée ce rappel qu'on n'entre pas armé dans la loge. Un homme se voit d'ailleurs refuser le passage parce qu'il porte une arme. Et une règle posée aussi nettement, j'ai bien l'intuition qu'elle resservira, et pas par hasard. Tout converge vers la même idée, le Ridge n'est plus un sanctuaire. La guerre, les croyances, les ambitions des uns et des autres s'y glissent et fragilisent un équilibre qu'on croyait acquis. Exactement comme dans la tragédie. On a beau se barricader, le monde finit toujours par entrer. Avant de conclure, parlons de ces petits signaux discrets qui, dans Outlander, annoncent souvent de grandes choses. Et cet épisode en regorge. Il y a d'abord le soldat de plomb. Au tout début, à Londres, William offre à Ben une figurine, celle d'un général qui n'aurait jamais perdu de bataille, comme un porte-bonheur. Et Ben promet de ne jamais s'en séparer. Plus tard, quand on rend à William les effets personnels de Ben, supposé mort, le soldat de plomb a disparu de la poche de sa veste. Le détail anodin du début devient un indice capital. C'est l'exemple parfait de l'objet qu'on plante tôt pour qu'il explose plus tard. Et il débouche sur le cliffhanger de l'épisode. William, qui doute, déterre la tombe de Ben de nuit et découvre que le corps n'est pas celui de son cousin. Ben n'est donc pas mort, ou pas comme on le lui a raconté. Et William est bien décidé à le retrouver. Dans les présages, il y a la title card de l'ours qui annonçait l'attaque, j'en ai déjà parlé. Il y a Cunningham, bon tireur et armé, dont l'audace face à l'ours trahit déjà ce sentiment d'investibilité. Il y a cette règle de la loge, pas d'armes à l'intérieur, il y a la voix de Frank qui pourrait bien devenir une présence de plus en plus envahissante pour Jamie. Et il y a évidemment le grand pressentiment, King's Mountain. Donc on se note tout ça soigneusement, puis on verra au fil de la saison lesquels se réalisent. Pour conclure, j'ai envie qu'on revienne au titre pour refermer la boucle. Prophétie au pluriel. Voyez maintenant pourquoi ce pluriel compte tant. Cunningham se croit immortel pour 5 ans encore, Jamie découvre dans le livre de Frank l'annonce de sa propre fin, Claire porte en elle la connaissance de toute l'histoire à venir, 3 personnages, 3 prophéties et 3 façons radicalement différentes d'y faire face. La témérité, la peur et la lucidité. Pour moi, c'est un magnifique épisode de bascule. Sous ses airs de chronique du quotidien, couper du bois, cueillir des baies, faire de la choucroute, il installe les grandes tensions de cette dernière saison. La guerre qui s'infiltre, les croyances qui dérapent, et surtout cette question vertigineuse qui hante Outlander depuis l'origine. Peut-on échapper à une histoire déjà écrite, ou bien comme dans la tragédie grecque, plus on cherche à la fuir, plus on précipite sa venue. Et au centre de tout cela, Jamie, face à une menace d'un genre nouveau, très intime, plus silencieuse, et peut-être plus effrayante que toutes les autres, parce qu'elle ne concerne pas sa mort à lui, mais le sort de Claire après lui. J'ai hâte de vous parler de la suite dans mes futurs décryptages, mais dites-moi en commentaire, la mort d'Amy vous a-t-elle bouleversé autant que moi? Et ce livre de Frank, vous le lisez comment, vous? Une mise en garde, un acte d'amour, une vengeance?
J'ai hâte de vous lire sur ce sujet, mais gardez en tête de vous positionner dans votre état d'esprit du moment où vous avez découvert l'épisode. Parce qu'évidemment, si vous avez vu toute la saison, vous connaissez la suite. Alors vous le savez, ces décryptages me demandent du temps. Je les visionne plusieurs fois, je les fouille, je documente, j'essaye de les illustrer, je fais le montage, totalement en autoproduction. Alors si vous voulez soutenir ce travail et prolonger l'aventure, la porte de mon Patreon est évidemment grande ouverte. Les décryptages sont en avant-première, j'organise des book clubs toutes les 3 semaines, un mois à peu près, une visio par mois en direct pour parler de l'actualité Outlander. Je mets énormément et exclusivement sur cette plateforme l'ensemble de mes vidéos sous-titrées en français, les interviews des acteurs notamment. Donc vraiment, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un véritable petit cocon avec une communauté ultra bienveillante. Et c'est concrètement ce qui fait vivre cette chaîne et qui permet de porter ces contenus jusqu'aux fans francophones de la série. Et je ne pars pas sans serrer dans mes bras mes addicts officiels, bien sûr, celles et ceux qui me soutiennent de tout près. Et j'ai une pensée toute particulière pour vous, les addicts passionnément à la folie, du fond du cœur, merci. Sans vous, rien de tout ça n'existerait. Si cette vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce là sous la vidéo et puis partagez-la autour de vous, sur vos groupes, sur vos communautés. C'est le signal qui dit à YouTube que mes décryptages méritent d'être vus et c'est comme ça qu'on agrandit la famille. On se retrouve très vite pour décrypter l'épisode 3. D'ici là, prenez soin de vous.